Alors, dans la deuxième partie de ce cours-ci, on va aborder maintenant la question de la notation scolaire. On a vu tantôt dans la vidéo précédente, dis-je, la correction. Donc là, on va vraiment attaquer la notation. Donc, avec trois objectifs. Donc, premièrement, de définir ce que c'est que la notation scolaire. Deuxièmement, d'identifier des conceptions. Il y a différents profils d'enseignants évaluateurs, donc on va les regarder. Et puis distinguer l'interprétation critériée de l'interprétation normative. En démarche d'évaluation, là, on arrive un peu à la fin de la démarche. On sait qu'il y a 4, 5 étapes là, de la démarche évaluative et l'attribution d'une note, surtout dans un contexte sommatif. On est à la fin de l'avant-dernière étape en fait de cette démarche-là. Alors, les notes, il y a toutes sortes euh, de légendes urbaines, disons, de mythes entourant le processus de notation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette méthode. Hein. Je ne sais pas si vraiment elle a existé, mais puisque tout le monde a déjà entendu cette histoire-là, je crains, hélas, que ce soit tiré d'une histoire vraie. Donc, de balancer les copies, en fait, dans les marches d'un escalier et puis de noter en fonction de la position de la copie dans l'escalier. Euh, Ça fait partie euh, du rapport parfois un peu négatif à l'évaluation. Certains élèves, certains étudiants, parfois ont l'impression que c'est le cas. Ne comprennent pas du tout comment la notation a été faite, c'est quoi le processus qui a amené à l'attribution d'une note, et ils peuvent supposer que c'est une technique de ce genre qui aurait pu être utilisée. Bon, définir la notation, c'est pas si simple que ça. Ça peut paraître assez banal parce qu'on est habitué. On est habitué dans le système scolaire, en fait, d'avoir des notes. Mais c'est Macmillan. Macmillan, récemment, en 2019, a proposé une définition, à mon sens, qui pas mal touche à pas mal toutes les composantes essentielles, caractéristiques essentielles de la notation scolaire. Donc, il nous dit que c'est une pratique qui se réfère au processus employé par des enseignants afin d'utiliser les différentes sources d'informations pour attribuer une note consignée généralement dans un bulletin à la fin d'une unité ou d'un semestre. On note là la composante administrative, le volet administratif de la note. C'est une caractéristique, c'est-à-dire que c'est pour répondre à des impératifs administratifs. Administratif au sens large du terme. On parle ici du bulletin. Ça peut être une communication, ça peut être dans le but aussi de passage à l'année suivante, succès d'un cours, admission dans un programme collégial ou universitaire, euh, euh, sélection d'élèves dans un programme particulier. Donc, ça peut servir à toutes sortes de choses. La fonction d'une note, en fait, elle est assez vaste. Brockhart, donc tout récemment, 2022, elle a dit, la note, c'est généralement, en fait, un score, une lettre ou un symbole. Donc, c'est la traduction, en fait, de ce processus-là de Macmillan. Donc, Macmillan parle plus d'un processus, qui me semble être un peu plus juste. Mais la résultante, la proposition de Brockhart, en fait, l'illustre bien. Donc, souvent, c'est une note chiffrée, une lettre ou un symbole. Donc, c'est grosso modo les trois formes les plus courantes. En Ontario, au secondaire, c'est une note en pourcentage et puis une lettre. Donc, un niveau, un chiffre, c'est-à-dire un niveau. Euh, la pratique de la notation, ça, c'est largement documenté. Alors, quand on interroge les enseignants, on leur demande euh, s'ils aiment ça, noter, ou quels sont les gestes professionnels qu'ils posent, qui leur causent le plus de difficultés. Il y en a deux qui ressortent. Le premier, c'est la gestion de classe. Puis la deuxième, c'est la notation, donc l'évaluation sommative. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui trouvent ça difficile de noter. Ils trouvent que c'est un exercice qui est contraignant, qui sont
pas toujours très sûr et là-dessus, les résultats de recherche sont assez contradictoires. Donc, ils sont pas sûrs quand on leur demande, mais euh, parfois, ils peuvent être très convaincants s'ils se sentent attaqués par les élèves ou les parents ou la direction, par exemple. Donc, c'est un peu un paradoxe, une forme de paradoxe, parce que beaucoup d'enseignants trouvent qu'ils ne sont pas assez formés sur le processus de notation, mais en même temps, ils peuvent être, à certains égards, assez confiants dans la note qu'ils donnent aux élèves. Et, bon, la fiabilité de la notation, donc on a parlé dans la vidéo précédente de la fiabilité de la correction, mais si on regarde la fiabilité de la notation, ben, on obtient des résultats un peu semblables. Donc, c'est-à-dire que c'est souvent problématique. Donc l'accord intra-correcteur ou intercorrecteur n'est pas toujours très, très bon. Évidemment, si en plus, il n'y a pas d'opération de modération sociale ou il n'y a pas de dispositif pour s'assurer que notre jugement, en fait, est relativement homogène. Donc, c'est la première activité qu'on a fait, hein, donc, au début du cours, avec une tâche demandée qui était d'évaluer des copies d'élèves. Et donc, on a vu que s'il n'y a pas de consigne, s'il n'y a pas de cadre, ben, ça peut partir dans toutes les directions parce que les systèmes de notation ont différé considérablement d'un étudiant à l'autre. Les critères d'évaluation n'étaient pas les mêmes, donc le jugement ne pouvait effectivement pas converger. Il y a des profils, donc on va regarder 4 profils qui viennent d'un texte pas mal intéressant de Chaumont et Leroux, donc Julien Leroux, et qui examine 4 profils d'enseignants d'enseignants correcteurs. Donc le premier profil, on parle de profil d'enseignant contrôleur. Donc, contrôleur, qu'est-ce que ça fait? Ben, un mode transmissif, donc une conception d'apprentissage transmissive, donc très frontale, très magistrale de l'enseignement. Mesure les réponses du produit fini. Donc, un enseignant contrôleur va mettre l'accent davantage sur la réponse. Donc, on voit ça en mathématiques, par exemple. Donc, des enseignants qui corrigent que la bonne réponse en se disant, ben, il faut qu'en mathématiques, la réponse soit exacte. Si ce n'est pas le cas, ben, ça ne mérite pas de points, donc de crédit partiel. Il fournit une note et rend des verdicts. Donc, ça peut être un jugement assez autoritaire, disons, on pourrait dire ça comme ça. Il prépare des contrôles parfois plus complexes que les exercices. Donc, ça aussi, c'est revenu dans l'atelier qu'on a fait sur... vous vous souvenez, les expériences plutôt négatives associées à l'évaluation. Donc, le fait d'avoir des questions, par exemple, dans un examen qui dépasse largement le niveau du cours. Donc, il n'a pas été enseigné, autrement dit. Donc, problème d'alignement. Et, souvent, ces enseignants-là sont dans cette perspective-là. C'est-à-dire, ben, pour ceux qui ont bien compris ou qui sont allés au-delà, ben, ça leur prend des questions qui sont à leur niveau. Donc, c'est un peu l'idée, en fait, qu'on observe souvent ces gens-là. Elle peut répartir les notes selon la courbe de Gauss, donc la courbe normale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui se disent, ben, de toute façon, inévitablement, ben, il va y avoir des faibles, des moyens, puis des forts. Puis des forts, pas tant que ça. Donc, puis ils acceptent un taux d'échec. Ils se disent, ben, c'est normal. Donc, ils sont un peu défaitistes. Ils acceptent quelque chose qui ne devrait pas être acceptable. Parce qu'on est là pour la réussite de tous les élèves. Ça ne veut pas dire qu'on diminue les attentes, mais on devrait être là pour essayer de les amener le plus loin qu'on peut. Mais ils se contentent de ça. Donc, l'enseignant contrôleur va se contenter, puis il va être fataliste. Il va dire, ben, c'est comme ça à chaque année, puis il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Bon. Il valorise les meilleures notes, puis tient un discours de l'effort et la réussite et le dépassement de soi, parce que ben, il y a une association qui se fait, c'est-à-dire que la réussite est expliquée par l'effort. Donc, ceux qui ne réussissent pas, c'est de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. Donc, des fois, c'est vrai. Des fois, il y a des élèves qui ne travaillent pas assez. Évidemment, c'est évidemment que ça existe. Mais il y a beaucoup d'élèves aussi qui se forcent, qui font beaucoup d'efforts, mais qui rencontrent des difficultés. Donc, c'est pas un manque d'efforts, c'est qu'ils partent de plus loin que d'autres élèves.
Alors, le deuxième profil, c'est ce qu'on appelle le profil pisteur-talonneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va voir, il y a une différence donc entre le premier et le deuxième profil. Donc, dans ce deuxième profil-là, on dit ben, l'enseignant découpe les savoirs en unités d'enseignement, établit une progression et puis détermine des objectifs globaux, intermédiaires ou spécifiques. Donc, un travail euh, sérieux de fait de préparation de cours. Donc, enseignant qui prépare bien son cours, plan de leçon, etc. Bon. Il contrôle les connaissances préalables. Donc cet aspect d'évaluation diagnostique qui n'était pas dans le profil précédent. Donc, connaissances préalables et antérieures. Il contrôle en continu les acquisitions des étudiants. Donc, on peut présumer là qu'on a des pistes au niveau d'évaluation, soutien à l'apprentissage, d'évaluation formative. Il organise la remédiation. Donc, à partir des erreurs des élèves, il propose des activités pour qu'ils puissent surmonter leurs difficultés. Il possède une cartographie des erreurs. Donc, dans la vidéo précédente, on parlait des Préfontaine-Fortier, travaux de Préfontaine-Fortier sur la codification des erreurs. Donc, ça, ça rentre dans ce profil-là. Et il tient compte du discours, de la répétition, de la révision, de l'effort et de la persévérance. Donc là, ça revient encore. Donc, cette idée-là de refaire faire aussi, donc, plus d'exercices. Donc, c'est une conception aussi. J'ai beaucoup d'enseignants, quand il y a des élèves qui ont des difficultés, ben, on leur donne plus d'activités du même genre, en disant ben, plus de drill, ce qu'on appelle les activités là, de répétitives, la drill. Donc, ça peut parfois fonctionner, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que c'est pas en faisant plus que ils vont vraiment comprendre l'essence des concepts, des techniques ou des méthodes dans votre discipline. Donc, donc là, on voit qu'il y a une certaine amélioration, je dirais, dans le profil. Donc, pisteur-talonneur, donc, qui est probablement un profil assez courant, je dirais, chez les enseignants du secondaire. Le troisième profil, c'est profil consultant, donc enseignant consultant. Donc là, on va voir une bonne différence donc, entre les deux premiers profils puis celui-là. Donc, l'enseignant consultant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il instaure une communauté d'apprentissage dans sa classe. Donc, une communauté où les élèves font partie intégrante, en fait, du processus d'apprentissage. Donc, c'est ce que ça veut dire, là, concrètement. Ça veut dire que les élèves peuvent s'exprimer sur... ils ont des choix. Ils peuvent... donc, on leur permet d'avoir certains contrôles sur les tâches qu'ils effectuent dans le cadre du cours. Il stimule le questionnement chez les étudiants et privilégie l'écoute. Ah! Donc, on est moins dans le contrôle, on est moins mais plus dans comprendre la démarche des élèves, puis essayer de voir dans la démarche des élèves qu'est-ce qui va, puis qu'est-ce qui va moins bien. Donc, beaucoup d'accent sur la démarche, plus que sur le produit, plus que sur la réponse. Il tient compte des désirs, des contraintes, des demandes des étudiants. Donc, la question de l'authenticité, l'évaluation authentique. Donc, l'évaluation authentique, c'est quoi? C'est Wood Wiggins. Donc, c'est de faire en sorte que proposer aux élèves des tâches qui ressemblent le plus possible à des tâches de la vie courante, donner de la signifiance aux apprentissages, leur faire des activités qui ressemblent à des activités que des historiens, des géographes, des mathématiciens, des scientifiques, des linguistes font vraiment dans la vraie vie. Ils partagent l'accès, ça c'est pas mal intéressant, ils partagent l'accès à la réflexion, la sienne et celle des pairs. Donc, il essaie de mettre en mots son processus évaluatif, ses critères d'évaluation, et puis par les pairs aussi, donc l'évaluation par les pairs chez les élèves. Et finalement, il réussit à mettre en œuvre une conception d'évaluation qui favorise l'apprentissage, malgré les écueils de la tradition scolaire privilégiant les résultats et la compétitivité. Donc, c'est un enseignant qui est au courant aussi de la place qu'il occupe dans le système scolaire. Donc, il y a des évaluations à grande échelle. En Ontario, on a les tests de l'OQRE, l'Office de la qualité et de la responsabilité
en éducation, donc à différents moments, troisième année, sixième année, neuvième année, etc. Donc, il est conscient de ça. Il est conscient, donc, de préparer aussi ses élèves à ces évaluations standardisées, ces évaluations à grande échelle qui devraient viser, je devrais dire, à monitorer le système. Mais donc, il est conscient de ça tout en ne perdant pas de vue l'importance, en fait, de ce qui se passe en salle de classe. Le dernier profil, Chaumont et Leroux parlent du profil de l'enseignant conseiller. Donc, un peu intermédiaire, disons, entre le profil consultant et puis les deux premiers qu'on a vus. Donc, l'enseignant privilégie, dans ce cas-là, plus les séquences d'apprentissage que les séquences d'enseignement. Donc, on peut faire les deux, bien évidemment. C'est pour ça qu'on appelle ça des situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc, un juste équilibre, je dirais, peut-être entre les deux. Il utilise l'évaluation pour réguler l'apprentissage, donc fonction formative, à l'aide de tâches complexes. Ah, ben tiens, ça, tâches complexes, on a déjà vu ça en quelque part, qui permettent la construction de compétences, donc qui placent les étudiants dans un processus d'appropriation des savoirs. Donc, tâches complexes, un peu l'idée, c'est de faire une production, en fait, aux élèves, donc une performance aux élèves, où ces élèves-là doivent vraiment, c'est la définition même d'une compétence, savoir agir, fondée sur la mobilisation d'un ensemble de ressources. Donc, on ne leur dit pas quoi faire à la virgule près, mais on leur donne la liberté de pouvoir s'exprimer et démontrer ce qu'ils savent faire vraiment. C'est quoi les processus cognitifs qu'ils sont capables de mettre vraiment en application. Il valorise la résolution de problèmes, s'intéresse aux démarches et aux stratégies, donc pas juste au résultat final. Il négocie, donc ça c'est intéressant, il négocie les critères d'évaluation avec la classe, avec les élèves. Donc, un peu ce qu'on a fait avec le CRS. Donc, on fait participer les élèves au processus de sélection, puis même, ça peut même aller jusqu'à la pondération des critères d'évaluation. Il considère l'erreur comme une information utile à l'apprentissage. Donc, au lieu de la pénaliser, c'est parfois de s'en servir. Donc, c'est un outil pour l'enseignant pour pouvoir justement détecter les difficultés rencontrées et puis proposer des activités qui vont faire en sorte que les élèves vont pouvoir passer par-dessus ces difficultés-là. Différencie le parcours des élèves, donc ça peut être une différenciation personnalisée, mais ça peut être une différenciation aussi en fonction de différents profils dans la classe. Donc ça aussi, ça existe. Une classe de 32 élèves, c'est possible qu'il y ait à certains moments 2 profils, 3, 4, parfois un peu plus, mais si on peut ramener ça à quelque chose de gérable aussi, donc pour ne pas multiplier aussi le nombre d'activités, le nombre de préparations de cours, si vous voulez. Et il révise régulièrement sa pratique enseignante et évaluative, ça s'appelle la régulation de l'enseignement. Donc, il se sert en fait de l'évaluation aussi pour monitorer la qualité de son enseignement, puis là où il y aurait moyen de faire mieux. Donc, c'est une autre composante en fait de ce profil-là d'enseignant conseiller. Alors, terminons cette courte vidéo sur première partie sur la notation, sur les principes de base de la notation. Donc, on parlait de l'interprétation. Donc, l'interprétation, elle peut être, il y a différentes interprétations, mais il y en a 2 principales. On va parler principalement d'interprétation critériée et de l'interprétation normative. Donc, la caricature qui apparaît ici est clairement dans une perspective plutôt normative. Alors, l'interprétation normative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va noter en fonction d'une certaine distribution, donc d'une certaine attente au niveau de la distribution des notes. Donc, tantôt, on parlait de l'enseignant qui évalue en fonction de la courbe normale. Donc, ça, c'est probablement l'exemple le plus illustratif de l'évaluation normative. Mais il n'y a pas que ça. Dans le normatif, il y a aussi le fait de comparer. Donc, de comparer les élèves les uns les autres. Donc, d'ordonnancer, par exemple, les copies d'élèves, du moins bon au meilleur, puis ensuite d'accorder des notes en fonction de différents groupes. Donc, c'est aussi cette idée-là de norme, parce que ça se fait, par exemple, à l'université, on voit ça à l'occasion.
Des enseignants, des professeurs qui disent, ben, pas plus que 10% d'A+, il faut qu'il y ait 20% de A, 5% de A-, etc., etc., etc. Donc, il y a une distribution attendue des notes. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, quand on parle de normalisation des notes, donc l'idée, c'est d'étaler les notes selon une certaine distribution, et souvent la distribution normale. Donc, c'est une pratique qui était assez courante dans les années 60, 70, 80, mais qui a beaucoup perdu de plume parce que, évidemment, le gros écueil de l'évaluation normative, c'est que ça dépend, la performance de l'élève dépend des autres. Donc, ça dépend dans quel groupe tu es. Donc, si tu es dans un groupe qui est fort, ben, tu vas avoir une moins bonne note que si tu es dans un groupe qui est faible pour la même performance. Donc, c'était une approche, en fait, qui tend à disparaître. Donc, on n'est pas beaucoup d'écrits qui condamnent, en fait, cette façon d'interpréter les notes des élèves et des étudiants. Donc, la courbe normale, évidemment, c'est une parfaite illustration de cette type d'interprétation-là. Donc, j'ai peut-être passé un peu rapidement l'interprétation critériée. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé beaucoup, en fait, dans une vidéo précédente, quand on parlait des critères d'évaluation, des indicateurs et des descripteurs. Donc, l'idée de l'interprétation critériée, c'est d'accorder une note en comparant la performance de l'élève par rapport à lui-même, par rapport à des attentes qui ont été identifiées clairement, discutées avec les élèves. Donc, c'est ça l'idée de l'évaluation à interprétation critériée, donc à partir de critères d'évaluation. Alors ça fait le tour, en fait, de ce que je voulais vous présenter. Donc, c'est les fondements de la notation. Et dans les prochaines vidéos, on va parler des différents systèmes de notation et surtout la nature et les fonctions de la notation scolaire.